Alors bonjour, j'espère que vous avez profité de la longue pause et que tout le monde est prêt à participer et à écouter. Comme vous l'avez vu à l'ordre du jour, je suis Denise Burns, directrice d'Oxfam Québec, basée à Montréal. Nous avons un panel intéressant aujourd'hui. Le titre, c'est les réponses ou les interventions adaptées et responsables de l'utilisation de la technologie et des boucles de rétroaction. La responsabilisation, c'est cher à nous qui intervenons dans les crises humanitaires. L'importance de savoir, de connaître les besoins des gens, de réagir adéquatement, c'est au cœur de l'efficacité de nos interventions. Avoir des partenaires dans la communauté pour surveiller nos interventions, ça c'est une autre façon de renforcer l'appropriation et les partenariats. C'est très important. C'est en fait autonomiser les gens à se défendre et c'est également s'assurer de réagir adéquatement aux situations de crise. On entend beaucoup parler de l'importance de la technologie dans notre travail. Si nous voulons rejoindre plus de gens, avoir plus de rétroaction et réagir plus rapidement. Oui, la technologie peut être un outil utile, mais ça pose beaucoup de questions pour vous comme pour moi. Par exemple, comment rejoindre les plus vulnérables? Comment rejoindre les femmes qui n'auraient peut-être pas accès ou qui ne sont pas capables de s'exprimer pour défendre leurs intérêts ou qui n'ont pas le niveau d'instruction souhaité non plus. Et on parle de la difficulté de l'efficacité. Alors, comment profiter de la technologie pour pouvoir intervenir plus efficacement? Et la dernière question qui m'interpelle, c'est celle du lien entre la technologie et les violations possibles de la vie privée ou des renseignements confidentiels dans un contexte politique chargé. Voilà des questions qui alimenteront les discussions. Nous avons 3 panélistes. À ma gauche, on a Isabelle Jean, qui est la directrice de l'évaluation et de l'apprentissage à CDA à Cambridge. Alors, CDA, c'est la collaboration pour le développement. Isabella a un bac du Collège Baudouin et un autre diplôme. Et près d'Isabella, nous avons 2 collègues de Vision Mondiale, l'une de Vision Mondiale Internationale et l'autre de Vision Mondiale Canada. Donc, à côté d'Isabella, nous avons Gabriel Almond, qui est spécialiste humanitaire en système d'information géographique. À Vision Mondiale Internationale, Gabriela, a une maîtrise en politique publique de l'Université de la Californie du Sud et un bac en affaires internationales de Harvard. Et près de Gabriel, nous avons Alana Maskell, qui est agente de programme et d'intervention humanitaire à Vision Mondiale Canada. Elle a un bac du Collège Centenaire du New Jersey et elle est également diplômée du programme de gestion pour diplômés du Collège Humber et elle a également un bac en études féministes. Et Alana gère actuellement des programmes humanitaires pour le Soudan et le Sud-Soudan. Commençons donc par Isabella qui nous parlera de ces boucles de rétroaction. Merci. Merci beaucoup d'être là. Je vais tout de suite parler des conclusions que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, un résumé des conclusions d'une étude de projet d'un organisme basé à London, de l'INAP, donc dans mon organisation, le CDA, qui est basé à Cambridge, au Massachusetts. Nous, on a mené cette recherche ensemble depuis 2 ans. La question qui nous a poussé à faire ce travail, c'était de savoir ce qui était vraiment efficace dans les mécanismes de rétroaction humanitaire dans plusieurs contextes où l'action humanitaire continue, que ce soit pour des personnes déplacées ou dans des situations d'intervention ponctuelle. Avant de commencer, je voudrais juste mentionner le fait que le sujet des boucles de rétroaction, c'est très intéressant.
aujourd'hui dans notre secteur. Mais ça peut être disséqué et débattu de différentes façons également. Beaucoup d'organismes, dans leurs publications, décrivent la raison d'être des mécanismes de rétroaction de plusieurs façons. Il y a beaucoup d'aspirations d'exprimer, mais ce n'est pas toujours des choses qu'on a bien pensées. Par exemple, comment on allait concrétiser ces aspirations, ni ce qu'il faut pour que les choses marchent comme on les voudrait. Bon, on a approfondi notre examen des publications avant le travail sur le terrain et cela nous a montré qu'il y avait en fait des facteurs reliés qui permettaient d'avoir des rétroactions efficaces. Et ça, c'est important pour notre travail. Pour faire ceci, nous avons mené des études de cas avec des agences opérationnelles dans plusieurs contextes et on a fait des études poussées et on a étudié des boucles de rétroaction opérationnelles en temps réel pour savoir ce qui a marché. On voulait voir donc ces boucles de rétroaction en temps réel et non pas des boucles de rétroaction basées sur ce qu'on se souvient de ce qui s'est passé il y a 5-7 ans. On a donc visité le programme de Vision mondiale dans des camps de personnes déplacées internes au Darfour. On a passé du temps là-bas, ainsi qu'au Pakistan, dans des endroits inondés, pour examiner leurs centres de rétroaction et une collection également d'abris. Et puis nous avons passé quelques semaines avec une variété de sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Haïti. Et nous avons examiné leurs pratiques là-bas également. Avant d'arriver aux conclusions, nous avons rapidement découvert qu'il n'y avait pas une seule définition de ce que c'est qu'une boucle de rétroaction ou de ce qui la rend efficace. Pour chercher dans les facteurs qui l'habilitaient, nous avons décidé d'offrir une définition. Donc, essentiellement, une boucle de rétroaction efficace en est une qui englobe toutes ces dimensions. Ce n'est pas juste un canal par lequel on recueille des rétroactions. Le mécanisme doit inclure également une composante de prise de décision. Mais avant d'arriver là, il faut pouvoir analyser les réponses et les données. Et toutes ces composantes doivent être constituées sciemment. Et il faut une certaine capacité pour le faire. Et je vais parler des enjeux reliés à la capacité sous peu. Qu'est-ce qui rend ces boucles de rétroaction efficaces? Nous en avons examiné plusieurs dimensions comme je l'ai dit. Et à l'intention des intervenants ou des praticiens, nous avons 15 facteurs et ça se trouve sur notre site web. J'espère que vous allez le visiter et lire ces facteurs. C'est en anglais, en français, en espagnol, entre autres. Pour poser cette question et la comprendre du point de vue des utilisateurs de ces mécanismes de réaction, nous avons sondé plusieurs représentants de la population affectée ainsi que le personnel qui a conçu ces mécanismes et ainsi que les utilisateurs souhaités de ces données. Donc, dans chaque agence, on a essayé de s'assurer que ces facteurs puissent interpeller les décideurs et les intervenants et une variété d'intervenants dans l'agence pour que ces gens comprennent. Nous les avons sondés pour savoir comment ils évaluent ces données. Donc, l'utilisation des données, ça nous tenait à cœur et non pas seulement la façon dont on les a recueillies. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'à plusieurs endroits, il y avait des pratiques de rétroaction informelles et très ancrées qui ne reposaient pas sur la technologie ou des structures très complexes. On a également vu la tendance à en fait d'avoir des mécanismes formels. Parce que lorsqu'on a ce genre de mécanisme, il faut un budget. Le budget pour accroître la capacité de votre personnel, pour lui permettre de faire plusieurs choses. Et ça manquait dans plusieurs agences que nous avons examinées. Mais l'avantage que donnent les mécanismes informels
basé donc sur les relations, la confiance et une transmission plus rapide de l'information qui permet aux gens d'aller contacter le personnel approprié, de les rejoindre sur leur cellulaire. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un roulement élevé du personnel. Et si les choses ne sont pas formalisées ou systématisées, ça peut mener à des défaillances. Et dans des contextes informels, des fois, c'est difficile de savoir qui doit entendre quoi et avec rapidité. Par exemple, lorsqu'il s'agit de questions délicates telles que les plaintes ou les violences sexuelles. Ce que nous avons trouvé, c'est qu'il faut déterminer pourquoi il faut créer une boucle de rétroaction et expliquer pourquoi on doit utiliser ces données à l'interne et qui en a besoin. Le contexte, c'est crucial. Je ne parle pas du contexte uniquement du point de vue culturel. Oui, c'est important de savoir que dans les zones tribales, dans le nord-est du Pakistan, les femmes n'ont pas le droit d'utiliser des cellulaires. Ce sont des choses importantes à savoir. Mais sur le plan interne dans votre agence et au niveau de la prise de décision, il faut savoir comment les gens écoutent, comment les gens évaluent les informations. C'est important dans la construction d'un mécanisme de rétroaction. Je vais m'arrêter là, même si j'ai beaucoup à ajouter, mais je suis impatient d'entendre vos questions là-dessus et d'y répondre. L'autre chose cruciale pour les humanitaires, c'est que l'information et la communication sont déterminantes et ça commence à être mieux saisi parce que c'est difficile de donner une bonne rétroaction si on n'est pas renseigné sur votre programme. Donc, si vous n'informez pas les gens, ce sera difficile pour les gens de vous donner une rétroaction pertinente et systématique. La rétroaction qui ne reçoit pas de suite devient une plainte, souvent. Bon, il y a le problème des budgets, des ressources et l'importance. Il faut penser dès le début à l'importance des pratiques efficaces de rétroaction, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir un canal de rétroaction et puis d'être inondé par une masse d'opinions, de suggestions ou de plaintes sans savoir quoi en faire et de ne pas avoir sans avoir de procédure claire en place pour traiter cette inondation d'informations. Dans beaucoup d'organismes, on oublie souvent les coûts cachés liés à la création des mécanismes de rétroaction, des coûts souvent reliés aux opérations de traitement de données. Le personnel, souvent, n'est pas préparé pour traiter d'énormes quantités de données. On les embauche souvent pour leurs compétences techniques parce qu'ils savent rédiger des rapports, mais ils ont du mal à tenir lorsque la rétroaction qui arrive est très variée. Et aussi lorsque la rétroaction remet en question la prémisse même de votre programme et propose des choses plus poussées à faire. La raison pour laquelle il faut monter dans la chaîne de commandement pour décider ce qu'il faut, à quoi affecter le budget selon la sensibilité du sujet ou le niveau d'urgence, alors qu'il y a d'autres enjeux qui interpellent la direction. Et ça, c'est une autre compétence qu'on ne maîtrise pas souvent. Et enfin, j'ai déjà dit que l'utilisation des données, c'était une partie essentielle de notre étude. Et nous avons examiné, par exemple, les facteurs qui permettent de réagir, même si la réponse ne permet pas d'atténuer les dégâts. Toujours est-il qu'une réponse ou une intervention, c'est un signe de respect. Mais l'autre facteur très pertinent du point de vue du thème de cette conférence, c'est l'adaptation. Parce que l'une des conclusions troublantes qu'on a eues, c'est que si on sait dès le début qu'on n'a aucunement
de marge de souplesse dans la façon dont votre programme est géré et que vous ne pouvez pas changer grand-chose, alors là, créer un canal très ouvert de rétroaction et où demander la rétroaction, ça va à l'encontre du but de votre intervention. C'est important pour les hauts dirigeants de savoir cela. La culture organisationnelle, ça joue un rôle déterminant. Si on demande à votre personnel de demander des rétroactions, mais s'ils voient que leurs propres dirigeants ne réagissent pas à cette rétroaction ou que ces dirigeants ne sont pas prêts à apporter des correctifs, alors le personnel de front ne verra plus de raison d'être à cette démarche. Par exemple, pourquoi aller ouvrir des conversations douloureuses qui pourraient ouvrir des boîtes de Pandore? C'est pas facile à faire. Et si c'est pas appuyé à l'intérieur de l'organisme, alors là, ça n'a aucune valeur, ça a très peu de valeur et c'est dévalorisé par rapport à d'autres données. Là, ça nuit au moral du personnel de front qui participe énormément au processus de collecte de rétroaction. Bon, donc c'est important d'examiner les processus décisionnels à l'intérieur de vos équipes de programme jusqu'en haut pour rejoindre l'équipe de gestion. Et la souplesse, c'est important. Dans les 3 études de cas, nous avons examiné les adaptations au niveau des petits projets. Par exemple, on a vu Vision mondiale adapter ses programmes selon les rétroactions et l'IOM également. Lorsqu'on examine les rétroactions, ça pourrait vous amener à revoir la conception de votre programme et à changer de stratégie. Ça, c'est un processus qu'on n'a pas pu suivre aussi près qu'on l'aurait souhaité dans notre recherche à cause de nos limites. Mais notre organisation, le CDA, va lancer un nouveau programme axé sur Gaza en examinant les processus récents depuis 5-6 mois lorsqu'on a ouvert des canaux aux résidents de Gaza sur ce que ces résidents souhaitent pour le processus de reconstruction. Et là, on a voulu s'assurer que cela puisse éclairer notre stratégie. Et ça devrait déboucher sur des conclusions que j'ai déjà partagées avec vous quant à ce que nous souhaitons. Et enfin, les hauts dirigeants voudraient, par exemple, entendre les rétroactions des dirigeants du pays hôte et on nous a dit que la rétroaction doit être périodique, pas nécessairement des données brutes. Personne ne veut voir des tableurs. Il faut que la rétroaction soit en fait saisissante. Il faut dégager des tendances. Il faut qu'on explique, qu'on puisse comprendre pourquoi les choses changent et à quel niveau il faut agir et saisir les conséquences de nos actions. Parce que le goulot d'étranglement dans des organismes, c'est souvent l'établissement de ces pratiques d'analyse. On ne veut pas s'arrêter sur les chiffres uniquement. On ne veut pas juste dire « Oh, 80% de la population sondée a dit ceci ». Il faut prendre du recul pour se demander ce que signifient ces conclusions et les transmettre aux décideurs sous une forme utilisable et frappante. S'il faut retenir une chose, je dirais qu'il faut surtout analyser la capacité de votre personnel de faire ce travail et d'apporter ces données à vos décideurs de façon prévisible et fréquente. Par exemple, pour moi, il faut en faire un programme permanent de votre organisme. Donc, je vous invite à examiner ces facteurs que nous avons trouvés et je serai ravi d'avoir vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabella. Ce que vous venez de nous dire, c'est très important. Alors, on retient l'importance de la communication, de la transparence et de la clarté. J'ai hâte à l'étude sur Gaza.
Et je suis sûr de ne pas être la seule. Passons maintenant à Gabriel. Vous avez le micro. Alors, bonjour tout le monde. Ce que je trouve le plus utile, on parle de la technologie. C'est un terme attirant, mais flou. D'abord, il faut définir le problème. Il faut dire comment la technologie peut nous aider à mieux cerner le problème ou à régler le problème. Et puis, il faut également montrer comment on l'applique aujourd'hui. Ce que je voudrais d'abord faire, c'est sortir ma boule de cristal et vous dire ce que le monde sera dans 10-15 ans. Et puis, je vais vous dire comment une technologie particulière appelée système d'information géographique peut nous éclairer et aider les humanitaires à comprendre ce que sera le monde. Et puis après, je vais vous montrer un exemple de ce que Vision Mondiale a créé en utilisant cette technologie cruciale. Et j'attends vos réactions plus tard. Plus précisément, je voudrais focaliser sur le contexte urbain. Mais avant cela, je voudrais prendre du recul un peu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, World Vision est axé sur les enfants et nous intervenons dans une centaine de pays. Notre département des affaires humanitaires intervient dans des sinistres de toutes sortes à travers la planète. Ce que nos dirigeants ont reconnu à Vision Mondiale, c'est que le monde ne sera pas identique dans 5 à 10 ans. Et à cause de cela, donc, les interventions en cas de désastre vont changer. Nous avons donc lancé une initiative appelée Intervention 2020, en se demandant donc comment sera le monde dans 10 ans. Et quant à mon thème, la question que je me suis posée, c'est quelle technologie faut-il viser aujourd'hui pour pouvoir s'adapter à l'avenir qu'on attend? Et l'une de ces technologies, c'est le système d'information géographique, le GIS ou le SIG. Donc, en termes pratiques, c'est en fait la cartographie. Lorsque vous suivez les débats à la télé et les radiodiffuseurs vous montrent ces cartes qui vous montrent les données, c'est ça le système d'information géographique pour simplifier. Commençons donc l'analyse. Prenons le paysage urbain et aujourd'hui dans nos villes. D'abord, il y a plus de citadins dans le monde aujourd'hui. Il y a les mégalopoles, des villes de 10 millions et plus d'habitants, et leur nombre a triplé depuis les années 90. Donc, les villes de 5 à 10 millions d'habitants sont en expansion et continueront leur expansion. Avançons maintenant. Dans 15 ans, il y a des constats que nous avons déjà et des causes, des préoccupations. Alors, du côté positif, il y aura une telle croissance économique, surtout en milieu urbain, ce qui causera donc un afflux de population. Et pour la première fois de notre histoire, la majorité de la population ne vivra plus dans l'extrême pauvreté. Il y aura la montée des mégalopoles en Afrique et en Asie. Encore une fois, ce sont là des villes de 10 millions d'habitants et plus. Et ce qui sera intéressant, c'est que le niveau de migration interne dépassera le niveau international. Donc, on aura des gens, il y aura cet exode rural massif de gens qui cherchent des débouchés. Mais malheureusement, on s'attend à ce que les gouvernements aient du mal à offrir des services en milieu urbain à ces gens qui viennent du monde rural. Et chose triste, beaucoup de pays vont faire face à des pénuries d'eau et d'aliments. Voilà donc 3 choses à surveiller en tant qu'humanitaire. D'abord, il y a le Moyen-Orient. À cause de sa structure démographique où c'est surtout des jeunes hommes, malheureusement, nous prévoyons au Moyen-Orient plus d'instabilité politique et plus de conflits à venir.
En Afrique, surtout en Afrique de l'Est, il y aura des problèmes causés par le changement climatique qui aggraveront donc l'insécurité alimentaire et des problèmes d'accès à l'eau. Vu l'Afrique du Sud, vu sa géographie étant en fait entourée par l'eau et avec le changement climatique, l'Afrique du Sud vivra plus de désastres humanitaires. Donc, dans notre département humanitaire, on réagit à des crises à travers la planète. Et nous avons décidé dans notre département humanitaire de faire attention au cours des 5 prochaines années à renforcer notre capacité de comprendre les conflits qui surgissent rapidement dans ces 3 régions que je viens de présenter. Notre système d'information géographique, par exemple, va vous montrer l'exemple de l'Afrique orientale. Alors, comment est-ce que le système d'information géographique peut nous aider? Nous, on voit déjà et on prévoit comment le monde va changer. C'est très intéressant. Et franchement parlant, on se demande comment profiter du système d'information géographique pour éclairer l'industrie humanitaire globalement et comment se servir du système d'information géographique pour comprendre les populations que nous voulons servir et pour éclairer nos programmes destinés à ces zones. On peut utiliser la cartographie pour visualiser et suivre la densification de la population. Il y a des systèmes d'information géographique interactifs qui peuvent nous permettre de prévoir le mouvement des populations. Et ça peut nous éclairer et nous amener à adapter nos interventions. Mais malheureusement, vu que ces zones urbaines vont croître, il y aura également l'expansion des taudis. Ce qui est dommage, c'est que cela va... le fait est que cela va permettre aux humanitaires d'intervenir dans ces zones et que les communications pourraient ne pas marcher entre les humanitaires et les gouvernements locaux. Donc, il faut qu'on surveille l'expansion de ces bidonvilles. Chose plus importante, il va falloir avoir la capacité de cartographier et de visualiser les dangers. La résilience est un terme qui prend toujours de l'ampleur et la question est de savoir comment cartographier cette résilience devant les différents dangers. L'autre utilité dont nous pouvons profiter, c'est la capacité du système d'information géographique de voir où la population a été et où la population s'en va, les taux d'éducation, le niveau d'alimentation, le niveau de pauvreté et des choses pareilles. Et ce que j'aime également dans le système d'information géographique, c'est la sélection des sites. On peut modéliser donc l'intervention dans la zone la plus touchée où le risque pour les humanitaires est à 5 sur une échelle de 1 à 10. Et on peut demander au système d'information géographique de nous montrer le point idéal et cela va se pointer cela va s'afficher sur une carte, ce qui rendra la décision plus objective. Alors maintenant, je vais vous expliquer 5 facteurs qu'il faut pour un système d'information géographique solide. Ça a servi dans la création de notre première stratégie mondiale pour les humanitaires. Je vais très rapidement donc vous expliquer ce qu'on a identifié, ce que nous voyons nous-mêmes. D'abord, il faut déterminer comment l'information de notre équipe sera donc saisie parce qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes en système d'information géographique. On a des agents de programme et des experts de différents départements qui connaissent le système d'information géographique, ce qui est bien. Mais pour moi, dans mon rôle, je dois savoir que la façon pour moi de recueillir l'information cadre avec le niveau technique de ceux qui ont besoin de cette information le plus.
En outre, il s'agit d'identifier les sources internes et externes d'informations. Pour l'interne, nous devons pouvoir extraire de l'information auprès des experts. Il s'agit de savoir qui sont ces personnes d'abord et pouvoir inclure leur rapport dans votre système. Troisièmement, il faut formaliser le processus de demande de l'information avec les diverses urgences qui se produisent dans le monde à mesure où les personnes voient les types de cartes et les types d'applications qui peuvent être produits. De plus en plus de gens poseront la question: quel est le meilleur moyen de formaliser le processus pour répondre aux préoccupations et aux demandes des gens en temps utile? D'abord, il faut établir des procédures opérationnelles normalisées pour quiconque interroge le SIG pour obtenir de l'information. Il faut savoir ce que les agents de programme, ce que les gestionnaires de réponse peuvent établir de façon normalisée. Il s'agit également de formuler et de mettre en œuvre une stratégie d'éducation et de formation. World Vision a actuellement 45 000 employés. Nous avons environ, je dis en moyenne, nous avons peut-être 10 ou 15 spécialistes du SIG dans le monde. Donc, on compare ces deux chiffres. L'un est tout petit relativement à l'autre. Et parmi ces 15, le niveau d'éducation, le niveau de connaissance relative à la connaissance du SIG varie considérablement. Donc, nous pouvons respecter le numéro 4 et le numéro 3, mais il s'agit d'offrir des services de façon que tous les experts aient le même niveau de compétence pour que nous puissions produire ce dont ont besoin les membres de l'équipe. Bon, voilà. Rapidement, voilà 6 éléments clés qu'il nous faut avoir dans notre SIG qui sont disponibles actuellement et qui sont prêts d'un point de vue technologique. C'est d'avoir une bibliothèque de données suffisante. Il nous faut peut-être des heures pour trouver l'information dont ont besoin les équipes de secours pour répondre adéquatement aux besoins, donc particulièrement dans les milieux urbains. Nous voulons pouvoir créer des bibliothèques de données qui se concentrent sur l'information administrative et d'infrastructure afin de produire rapidement les données et réduire le temps qu'il faut pour produire ces données et ces cartes. Nous voulons deuxièmement que les médias d'information approuvent notre façon d'informer la collectivité, automatisant l'information, normalisant l'imagerie satellite pour savoir quels sont les dommages sur le terrain, bâtir des relations avec les gouvernements locaux. Les gouvernements locaux ouvrent beaucoup plus l'accès à leurs données. Nous voulons donc pouvoir y accéder pour pouvoir utiliser des systèmes plus robustes. Nous voulons faire une analyse précoce autant que possible, faire les évaluations de vulnérabilité, où nous attendons-nous que les grands désastres se produisent, comment cela se répercute sur les collectivités. Et nous voulons également pouvoir faire des modèles en 3 dimensions. Il serait donc non seulement utile de voir en survol un milieu frappé par une catastrophe, mais avoir un modèle tridimensionnel avec lequel on peut interagir, de sorte qu'on voit de quoi ont l'air les dommages infligés aux divers bâtiments. Pour conclure, je parle un peu trop longuement, je sais. Voilà donc ce que nous avons créé pour la surveillance de la région d'Afrique de l'Est. Rapidement, c'est pleinement interactif. On peut voir le nombre d'urgences auxquelles nous répondons dans chaque pays. Nous pouvons passer en revue le nombre de programmes touchés, le nombre d'enfants, le nombre de personnes touchées par les urgences auxquelles nous réagissons. Et nous avons déjà là-dedans une tonne d'informations. Nous passons par un processus rigoureux pour nous assurer que cela soit utile, que ce soit fonctionnel pour nos agents sur le terrain.
l'information démographique, avoir des contacts en temps réel pour les urgences et le climat et la météo. Nous espérons pouvoir reproduire cela pour d'autres régions, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et le Pacifique. J'attends donc vos questions avec intérêt et merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Merci, outil intéressant. Et il est intéressant de voir comment ces outils pourraient être utilisés par des gouvernements locaux. J'attends les questions avec intérêt. Passons donc à Alana. Bonjour. J'ai préparé des notes. Habituellement, j'improvise, mais là, je veux respecter le temps qui m'est donné. Je suis ravi de pouvoir participer à cette conférence avec des membres de panel si distingués. En préparation, on nous a demandé de nous concentrer sur les résultats, mais comme toujours, j'ai désobéi. J'ai apporté mes propres questions provoquées par mes propres expériences, la gestion des projets. Avant de poser mes questions, toutefois, je vais brièvement résumer les principes de responsabilisation. Par exemple, le typhon Haiyan et Haïti. Je voudrais également parler de certaines des limites et des succès de nos approches. Tout d'abord, un survol des principes d'imputabilité et de responsabilisation. Il y a 6 principes repères qui nous aident à aider les personnes concernées. La balance du pouvoir est passée de l'ONG aux pays et aux zones infectées qui ont peu d'influence sur la façon dont l'assistance leur est fournie. En bref, les 6 repères, c'est d'abord établir et respecter nos engagements. Deuxièmement, assurer qu'avoir un personnel compétent. Troisièmement, partager l'information avec les intervenants. Quatrièmement, la participation. Cinquièmement, gérer les plaintes. Et sixièmement, l'apprentissage et l'amélioration constante. Pour les fins de cette conférence, je vais parler du partage de l'information et de la réponse aux plaintes. D'abord, la situation de Haiyan. L'an dernier, la plus grande tempête s'est attaquée aux Philippines, a semé la désolation de façon incroyable et la destruction d'infrastructures. 14,4 millions de personnes ont été touchées dans 14 provinces, dans 9 régions. World Vision a réagi en distribuant des aliments, des trousses d'hygiène, des abris d'urgence. À mesure que le temps s'écoulait, nous avons également inclus des programmes de rémunération en échange de travail et ainsi de suite. Au cours des 3 premiers mois, plusieurs mécanismes ont été établis pour répondre aux besoins des communautés touchées. D'abord, former le personnel, gérer des bureaux. 306 membres du personnel ont reçu un renouvellement de formation sur la responsabilisation. 51 centres ont été établis. 4 bureaux de gestion des plaintes ont été établis également. L'une des innovations opérationnelles pour cette réaction a été le partenariat avec Radio Bonte qui nous a offert du matériel de studio, de l'équipement, de la formation en journalisme et qui a fait la distribution des radios. Bien sûr, la radio, ce n'est pas de la technologie de pointe, mais cela a permis de diffuser des renseignements pertinents sur les secours d'urgence disponibles et cela a fourni un forum de rétroaction sur la réponse humanitaire qui touchait les collectivités. Je suis allé sur la page Facebook ce matin et là, on est en train de suivre la tempête actuelle et on se prépare pour ce dont les gens pourraient avoir besoin.
Donc, pendant la phase du rétablissement, World Vision a contribué à des programmes radio sur la responsabilisation humanitaire, sur la tenue d'ateliers sur l'amélioration de la qualité du travail. Cela atteint 30% des populations dans un rayon, de 40 kilomètres. Les estimations sont fondées sur le nombre de messages textes reçus pendant ces programmes, des textos qui permettent un dialogue dans les deux sens. J'aimerais maintenant passer à autre chose pour parler de Haïti. En juin 2011, nous avons amorcé un projet de reconstruction. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons bâti des écoles, des latrines, des jardins, des systèmes de filtrage d'eau et ainsi de suite. Nous avons travaillé avec une centaine d'écoles. Je voudrais vous rappeler que le climat en Haïti en juin 2011 était très différent du climat en janvier 2010. L'aide en Haïti a triplé en quelques mois. Des centaines de travailleurs d'aide sont arrivés, mais beaucoup de choses ont commencé à mal aller. À ce moment-là, la réponse était de plus holistique. On demandait aux travailleurs de connaître leurs droits, mais cela signifiait que les gens voulaient également savoir à ce à quoi ils avaient droit, des ONG qui avaient promis d'améliorer leur vie. Il y avait donc des attentes élevées quant à ce qui serait offert grâce à ces projets. Au début du projet, nous avions un agent de responsabilité. En fait, nous avions 50% des agents de responsabilité qui offraient des services ailleurs et il fallait donc un certain temps pour aller d'un endroit à l'autre en voiture. Je recevais peut-être 2 ou 3 plaintes toutes les 2 ou 3 semaines. Après un certain temps, nous avons établi un logiciel, nous avons établi un système de gestion des plaintes. Nous avons mis des affiches. Les messages étaient téléchargés une journée sur 2 parce que nous n'avions l'agent de responsabilisation humanitaire qui ne travaillait qu'un jour sur 2, mais elle nous communiquait ce qui se produisait et ensuite les plaintes les plus complexes étaient renvoyées à l'équipe de gestion. Nous avons commencé à voir qu'en une semaine, nous recevions de 3 à 12 plaintes selon le type d'activité auquel nous nous livrions. Donc, voici un exemple d'une affiche dans une école que les gens pourraient trouver le numéro et se plaindre. La plainte qui est à l'écran est une des choses les plus personnelles. Ils n'avaient pas reçu de formation et ils n'avaient pas reçu les trousses des camps d'été, mais il y a une plainte qui est venue d'une école qui ne faisait pas partie du projet. Mais nous avons l'obligation de répondre et de leur dire comment les écoles ont été choisies pour le projet, quels étaient les critères de sélection. Et donc, nous rendons des comptes à un plus vaste groupe de parties prenantes. Le système de réponse est devenu une partie intégrante du système de réaction. Il est utilisé désormais par World Vision dans la plupart de nos réactions à l'échelle mondiale. Il y a donc des limites, des défis dans notre dialogue par SMS, par texto. Haïti, par exemple, du fait des difficultés que nous avons eues à entrer en relation avec un fournisseur de services, les gens devaient payer pour envoyer des textos. Et il n'y avait pas un véritable sentiment d'anonymat non plus, parce que la plupart du temps, on pouvait savoir qui envoyait le message par le numéro de téléphone. Mais malheureusement, lorsque la personne voulait être connue, nous recevions des messages tronqués, insuffisants. Nous les rappelions, mais ce n'était pas sur le téléphone sur lequel ils avaient appelé. Nous n'arrivions pas à entrer en contact avec eux. Aux Philippines, ils ont commencé a reçu ce que je pourrais appeler des textes de pourriel tout à fait
bizarre. C'était utilisé par des voisins qui répandaient des cancans les uns sur les autres pour avoir vendu ou acheté des choses. Nous avons donc commencé à recevoir des messages qui n'avaient rien à voir avec la situation. Mais la limite la plus importante, c'est que cela nous a donné quand même une certaine crédibilité. Ça n'a pas accéléré notre capacité à réagir aux plaintes. Il nous fallait quand même un certain temps pour résoudre les problèmes. Donc, malgré les lacunes, cela crée un dialogue dans les deux sens. Grâce à ceux qui peuvent recourir à des SMS, je dirais que nous avons reçu beaucoup plus de plaintes et de compliments. Nous avons reçu de nouveaux types de compliments. Peut-être les plaintes que des agents humanitaires ne voudraient pas communiquer, à savoir que certains membres du personnel ne se présentaient pas au travail tout le temps ou qu'ils arrivaient en retard. Nous avons reçu la rétroaction d'autres parties prenantes qui n'étaient pas censées être les bénéficiaires du projet, mais dans certains cas, nous avons pu travailler avec eux et les mettre en contact avec d'autres personnes qui pouvaient leur offrir les ressources ou la formation nécessaire. Et ils ont donc apprécié cela. Cela est devenu très utile pour envoyer de l'information. Avant cela, si nous avions une réunion, nous devions nous rendre dans les 100 écoles pour remettre une note sur papier. Mais dans ce cas-ci, nous avons pu envoyer des invitations et des rappels. Et ça a été très utile également pendant la saison des ouragans pour rappeler certaines protections à adopter. C'est très peu coûteux comme système. C'est un logiciel simple. Si on a un ordinateur portable, on peut très bien s'occuper de cela. Mais il y a des conditions pour le succès. Les tactiques utilisées ont fonctionné à Haïti et en Philippines parce qu'il y avait une culture du téléphone cellulaire qui est très bien implantée. Et certaines personnes ont même deux téléphones cellulaires. Les gens savaient ce à quoi ils avaient droit et ils pouvaient reconnaître où se trouvait World Vision pour leur offrir certains services. Et je tiens également à signaler que tant à Haïti qu'aux Philippines, il y avait une structure de responsabilisation humanitaire déjà en place. Le soutien à la gestion était présent. Nous avions donc les outils qui nous ont permis d'assurer le respect des responsabilités. Comme je vous l'ai dit au début, je vous présente des questions et les voici. Des systèmes de ce type qui comptent sur les bénéficiaires, sur la présence de technologies chez les bénéficiaires, créent une responsabilisation à deux niveaux. Comment adapter ces innovations pour servir les plus vulnérables et les plus marginalisés. Et dans le cas de Haïti, il y a des personnes dont nous n'avons pas entendu parler par SMS. Les gens qui n'avaient pas de téléphone, certainement, et les enfants qui était pourtant une partie prenante de la plus haute importance. 60 000 dépourvus de SMS. Et ma deuxième question, donc, est la suivante. Est-ce que cela peut fonctionner ou dans un endroit où la culture du téléphone cellulaire n'est encore qu'émergente? J'étais au Sud-Soudan la semaine dernière et je me suis rendu compte qu'il serait beaucoup plus facile de travailler s'il y avait plus de téléphone, mais je sais que nous nous servons du téléphone cellulaire pour les transferts de liquidités, mais dans la plupart des cas, nous offrons des téléphones, nous offrons du crédit. Si nous n'offrons pas tout cela, des collectivités entières pourraient être privées de services. Donc, j'aimerais avoir vos réflexions sur la question, des exemples de la façon dont vous avez traité de cette situation. Je vous en saurai gré. Mais la qualité pour l'ensemble du programme, tant pour les Philippines qu'à Haïti, je dirais que la qualité s'est considérablement améliorée.
si j'en juge par la rétroaction qui a aidé à façonner le programme. Vous savez bien sûr ce que vous en pensez, mais la question est de savoir comment bien traiter les collectivités que nous voulons servir. Merci. Merci, Alana. Donc, des points communs entre les divers exposés. Les gens peuvent se plaindre parce qu'ils savent de quoi ils se plaignent. Donc, il est important d'avoir de bonnes communications et une certaine transparence. Liane, vous avez parlé d'un système de rétroaction, mais nous n'avions pas un système pour réagir plus rapidement. Ces technologies créent le sentiment que tout est immédiat. Donc, si je ne réponds pas à un texto dans les 5 minutes, je vais en recevoir un autre qui me dit « Pourquoi vous n'avez-vous pas répondu ?» Donc, on crée des attentes, mais il faut savoir comment y réagir. J'ai beaucoup de questions, mais j'aimerais que l'auditoire puisse nous poser des questions et il serait donc intéressant de voir ce que vous avez fait de votre côté. Allez, n'hésitez pas à poser des questions. Allez-y. Bonjour. Je m'appelle Alkash Patel. Je suis un médecin de McMaster. Je travaille avec Global Medic. Et mon intérêt porte sur l'exposé sur le SIG également. D'après ce que je crois comprendre du SIG, les données utilisées pour établir les SIG proviennent de divers silos, environnement, infrastructure, santé, transport, énergie. Et certains éléments sont critiques pour mettre au point les cartes dont nous avons besoin pour l'algorithme qui nous intéresse. Divers silos, toutefois, hésitent à transmettre cette information parce que cela montre leur vulnérabilité organisationnelle. Cela soulève des questions sur les droits de propriété et la crainte que ce soit utilisé contre eux. Donc, ma question au panel est la suivante. Comment peut-on rassurer les silos producteurs de données quant au fait que nous ne voulons pas leur nuire, mais que nous voulons utiliser cela à leur profit? Je vais peut-être répondre à 2 questions et laisser le panel ensuite répondre. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir? Oui, je m'appelle Violaine Desrosiers. Je travaille pour une fondation privée, mais j'ai eu une longue carrière auprès de la Croix-Rouge. J'aimerais savoir ce que vous avez fait du mouvement en Haïti. Mais je voudrais également vous poser une question sur la façon dont ces outils peuvent améliorer la coordination entre les diverses agences. Nous savons tous que nous servions de la technologie ou que nous recourions au papier, lorsqu'on fait des évaluations dans les collectivités ou lorsque nous tâchons d'obtenir des rétroactions, il y a tant d'agences qui vont poser les mêmes questions à répétition. Comment, d'après votre expérience et votre recherche, comment vous assurez-vous que ces outils soient utilisés pour une meilleure coordination entre les diverses agences? Très bien, merci. Une dernière question peut-être, avant de revenir au panel. Oui, bonjour. Une question au sujet le développement ou la mise au point des résultats du SIG. Je suis du CRDI, je travaille sur le changement climatique. Il y a un bon nombre d'outils de géographie par télécommande ou de SIG qui compilent des données. Il y a l'initiative Cube fondée par MSF et il y a bien sûr un certain nombre de citoyens ou de scientifiques qui ont réagi à certaines catastrophes, y compris l'ouragan Haiyan. Pouvez-vous nous dire comment vous bâtissez sur ces bases? Parce que nous sommes conscients que les donateurs ne veulent pas réinventer la roue et veulent que leurs outils soient utilisés pour que plutôt que leurs dons soient utilisés pour des outils réels, nouveaux, qui permettront de faire des choses nouvelles plutôt que des outils qui font le même travail. Bon, très bien.
Donc, une question au sujet du partage des données, du caractère privé des données. Comment accroître la collaboration afin que nous ne posions pas la même question 6 fois à la même collectivité et comment donc mieux utiliser les outils et créer de nouveaux outils. Eh bien, je vais répondre peut-être à la première question. J'ai le sentiment que tout organisme humanitaire, même le nôtre, surtout le nôtre, veut être considéré comme l'agence de secours d'urgence la plus efficace. Et pour les gens que nous voulons servir, c'est que le plus important, c'est que les organismes qui sont considérés comme les plus novateurs sont ceux qui partagent l'information, qui créent des outils qui peuvent être utilisés en partenariat avec d'autres organismes, d'autres agences, et qui sont des chefs de file à cet égard. Pour m'écarter un petit peu de World Vision, pour un instant, la Croix-Rouge fait de l'excellent travail en ce sens, créer des outils, élargir les stratégies et si je l'en crois, mon interaction avec diverses agences et avec mes homologues dans d'autres organismes, je vois qu'il y a un homologue pour élargir l'information, accroître les stratégies, créer un système afin qu'on puisse partager l'information pour la collaboration interagences. Il y a un outil qui a été récemment lancé par OCHA, par le BCAH sur l'échange d'informations culturelles et on peut recueillir leurs données, télécharger les données et créer ainsi des applications SIG. Et j'ai le sentiment, et je ne crois pas être seul, c'est qu'à mesure que la Croix-Rouge, que World Vision commence à offrir plus d'informations, ça va devenir une sorte de concours qui pourra mettre le plus grand nombre d'informations possibles en ligne. Et il y a des questions qui ont été posées maintenant. Nous créons un système maintenant de sorte qu'il protège l'information la plus délicate de ceux que nous servons. On pose des questions, donc quelle information voulions-nous protéger et ne pas communiquer, et pas uniquement à l'externe, mais également à l'interne, de sorte que les gens qui ont besoin de voir l'information sont les seuls qui voient l'information et qui peuvent s'en occuper. En ce qui concerne, vous avez raison, l'information c'est le pouvoir. C'est pourquoi les organismes et les gouvernements tâchent de retenir cette information, et de la vendre et de contrôler l'endroit où cette information est dirigée. Mais cela ne va pas durer. J'ai le sentiment que les organismes donateurs ne vont pas tenir secrètes toutes ces informations. Avec les hackers, les activistes de l'Internet peuvent s'en servir pour offrir toutes sortes d'analyses que les organismes peuvent utiliser. Donc, ma stratégie et la stratégie de mon personnel, c'est d'éliminer cette crainte en montrant à quoi cela ressemble. Voilà ce que je vais faire de votre information. C'est ce que nous faisons avec ce que nous avons appelé le dashboard. Nous créons donc ce modèle qui est tout à fait opérationnel et nous disons voilà ce que cette application peut faire, voilà ce que nous voulons en faire. C'est pourquoi nous demandons cette information maintenant. Allez-vous y souscrire? Allez-vous participer? Nous avons cette information, nous pouvons la rendre encore plus utile, encore plus vigoureuse, si nous pouvons inclure plus de partenaires. Donc, montrer aux donateurs ou aux donneurs d'informations ce qu'on peut faire grâce à leur information. D'accord? Merci. Oui, j'aimerais réagir juste pour ajouter quelques points. Je pense que c'est une excellente question. Il y a toute une distinction entre recueillir les rétroactions dans le cadre de votre programme de responsabilisation et pour les besoins de surveillance de programme,
Par opposition à la surveillance du contexte, nous intervenons dans plusieurs conflits et avec des experts dans l'édification ou la pacification. Donc, la rétroaction, les boucles de rétroaction, c'est un autre domaine d'apprentissage et il y a beaucoup de lacunes là-dedans, à savoir comment faire cela sans sans froisser trop de gens. Et je pense que les humanitaires ont tout un défi à fonctionner dans des environnements restreints. L'exemple de Vision mondiale a été très inspirant. Ça a montré comment le personnel a pu travailler dans ces camps pour déplacer internes au Darfour, alors que le gouvernement soudanais avait imposé tellement de restrictions sur ce qu'on pouvait faire au niveau de la collecte de données. Plusieurs agences ont été expulsées, évidemment, parce que leur travail a été lié à la Cour pénale internationale. Donc, il faut faire preuve de transparence pour qu'on puisse avoir confiance au personnel sur le terrain. À tout moment, le comité peut demander à savoir ce que vous recueillez comme données et les livres sont ouverts, les bases de données sont ouvertes également et interrogeables. Voilà pourquoi il n'y a pas de place pour des canaux confidentiels de rétroaction. Mais cela dit, je l'ai observé et j'ai entendu le personnel et nos dirigeants dire qu'ils font confiance au comité de Vision mondiale au point d'écrire des notes manuscrites qu'on met dans les livres qui voyagent donc entre le camp et le bureau. Voilà pourquoi je parle de mécanismes informels qui se superposent des fois aux mécanismes formels et vice-versa. Au Pakistan, on dit la même chose. C'est un environnement. Il y a des environnements difficiles. En milieu tribal, les téléphones sont synonymes de drones. Les gens sont morts à cause de l'ordre cellulaire. Donc, créer des canaux uniquement basés sur la technologie, c'est un problème en soi. Et la question que vous posez, à savoir quelle voix nous amplifions lorsque nous comptons presque exclusivement sur certaines technologies et quelle voie et choix est-ce que nous sommes en train de privilégier. Mais au Pakistan, je trouve que les gens veulent vraiment la rétroaction. Et des fois, c'est à propos du gouvernement et quoi en faire. Ça, c'est la partie que je n'ai pas vraiment évoquée, mais ça se pose. Que feraient les agences de la rétroaction qui concernent un autre partenaire ou une autre agence? Comment partager cette rétroaction lorsqu'on sait qu'il arrive quelque chose à ces données ou lorsqu'il s'agit de limiter votre travail également? Au Pakistan, nous avons vu un exemple fascinant. Les gens faisant confiance au système IOM au point où chaque élément est en fait estampillé d'un numéro à composer si on voit un acte de corruption. Les cousins et les membres de la famille se parlent de ce numéro qui circule et subitement, le centre d'appel à Islamabad recevait des appels de zones qui ne figurent même pas sur notre liste des zones cibles. Et le fait que le Pakistan et l'IOM ont une procédure prévisible. Si on reçoit une plainte concernant un comportement inacceptable, en 48 heures, il faut mener une enquête et régler le problème. Les gens ont vu cela arriver, les gens savent que l'IOM va arriver et enquêter. Des fois, des gens appellent des zones les plus reculées pour en fait déposer une plainte factice en sachant que le personnel arrivera, en sachant quoi dire pour manipuler un système prévisible. Si vous appelez ce système pour dire telle chose est arrivée, les gens vont se pointer. Et lorsque les gens arrivent et on voit ces débris sur le sol, ça pose toutes sortes de questions. Donc c'est fascinant, mais ça témoigne du fait que les gens font confiance à l'efficacité de ce processus et que les gens vont arriver s'ils sont interpellés. Votre question sur le partage.
C'est un domaine de recherche intéressant pour nous et un domaine d'apprentissage pour les praticiens. Je pense que vous avez parlé de cette question de travailler en solidarité. Oui, ça restait dans le champ de vision mondiale. À Haïti, plusieurs agences ont essayé de travailler solidairement sur des mécanismes de recueil de données de rétroaction. Il y a beaucoup d'exemples, mais ces exemples sont éphémères. Et je pense que c'est pour cela que je suis tellement emballé par cette occasion d'apprendre ce qui se passe à Gaza maintenant et où on a demandé ensemble la rétroaction et on voudrait savoir comment on l'a recueillie et comment on va s'en servir. Alors, c'est à suivre. J'ajouterai tout simplement à ce que vous disiez, à savoir que, bon, lorsqu'on a entamé ce programme qui offrait beaucoup d'activités, on allait dans des communautés, dans des centaines d'écoles et il y avait de la frustration parce qu'il y avait eu une multiplication de visites et on avait soutiré d'autant de données à répétition. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et je sais exactement de quoi vous parlez. Mais je trouve que c'est un système qu'on devrait centraliser, surtout parce que c'est également une sorte d'autosurveillance. Donc, s'il y a des plaintes, moi, je réagis. Personne ne vérifiait ma façon de répondre ou de réagir à ces plaintes ou de régler ces plaintes. Donc, c'est peut-être utile de faire cela par une tierce partie. Les gens se disaient, bon, et si on crée un centre d'appel, si on crée un mécanisme qui travaillerait pour la plupart des agences, alors là, on pourrait déceler ces tendances dont vous parlez. J'ai pu réagir au niveau micro, par exemple, sur le terrain, mais si on avait des informations provenant de plusieurs agences, là, on pourrait voir si on fait du bon travail réellement. Et Haïti a été un tel exemple parce qu'il y avait cette compagnie privée haïtienne qui, en quelques semaines après le séisme, a créé une plateforme et un centre d'appel qui signifie en créole « on est là ». Et puis ils ont offert ça gratuitement et personne ne l'a adopté. Et maintenant, ça s'est vendu comme un service. En mai 2015, ce système fonctionnait encore pleinement et c'est maintenant un service payant. C'est un centre d'appel géré par des privés et il faut payer des frais d'agence et toutes les données qui arrivent sont analysées et présentées sous forme de tableur et c'est géré donc par ce centre. C'est une procédure établie déjà au Kenya et ailleurs. À propos, vu qu'on parle de la technologie, la Fédération internationale en Haïti, pour la première fois, a essayé le système vocal interactif. Et c'est un système que nous connaissons tous, évidemment. Lorsqu'on téléphone à sa banque, on tombe sur un enregistrement qui vous dit « appuyez sur 1 si vous voulez ceci ou cela ». Les gens à Port-au-Prince ont été invités à appeler ce numéro sans frais et les gens pouvaient donc téléphoner et faire des choix. Si on veut entendre parler du VIH-Sida, du choléra, du cyclone ou de l'atténuation des désastres, entre autres sujets. Et cela était en fait accessible en créole également. Et on a fait des enquêtes. Après avoir écouté ces informations, on a demandé aux gens de répondre à un sondage et il y avait des incitatifs financiers. Et ça a été un exemple intéressant de l'établissement d'un système qui permet de recueillir des données massives par l'agence. Et il a fallu analyser tout cela à l'étranger parce que ce n'était pas immédiatement possible de faire cela sur place en Haïti. On a le temps pour une ou deux autres questions. Oui, ici André Clément, de Jeune Espoir. Je voudrais savoir comment vous validez vos données.
Parce que des fois, je fais ou j'assure de la rétroaction informelle et je constate que c'est difficile de savoir qui ment et qui dit la vérité. En tout cas, je trouve que c'est un problème. Comment est-ce que vous vous en sortez? Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être? Avez-vous un micro à votre table? Je suis Elisabeth Nouveil. Je suis de McMaster. Je fais de la recherche qualitative sur les mécanismes de rétroaction également dans le secteur humanitaire et du développement. Et je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes concernant la fiabilité de la recherche qualitative comparée à d'autres critères ou à d'autres variables. Mais je vois mal comment je ne vois pas cela comme étant nécessairement une question de fiabilité, étant donné la quantité de données. Je n'ai pas de réponse fantastique pour vous là-dessus parce que je travaillais sur un groupe de 100 écoles. Il faudrait donc que j'aille en Haïti revérifier. Mais je trouve que la plupart des plaintes qu'on a reçues ne concernaient pas la validation des plaintes. Par exemple, si quelqu'un exprime quelque chose, soit le problème qu'ils sont en train de signaler est réel ou c'est en fait juste le problème déclencheur et qui cache d'autres problèmes. Le plus souvent, c'était des choses faciles à corriger en se réunissant en personne pour régler le problème. Dans certains autres cas, il y avait des plaintes concernant le personnel ou le rendement. Et vu qu'on a pu réagir à cela, ça nous a crédibilisés. Et comme on a répondu ou réagi dès la première plainte, même au niveau de la conception, on a tenu compte de la rétroaction des gens. Et cela nous a crédibilisés parce qu'ils savaient que lorsqu'ils nous contacteraient, on réagirait et on l'a fait. Et ça a amélioré la qualité de l'information qui nous arrivait. Oui, très brièvement. Je pense qu'il y a deux choses importantes ici. Il y a la triangulation et de pouvoir faire cela selon le contexte avec différentes personnes, différents intervenants, même en dehors de votre population cible, selon ce que montrent les données, la triangulation et le fait d'interroger d'autres sources de données. Par exemple, l'exemple du Darfour. Il y a eu pas mal de modifications apportées au programme d'assistance alimentaire au Darfour. Ce qui était en fait intéressant et significatif, vu ce que le responsable des personnes déplacées exigeait. Pour faire cela et pour changer les voies, ça ne suffisait pas. Le responsable du pays a demandé d'autres analyses et a en fait mis tout cela ensemble pour examiner une variété de facteurs dont la rétroaction n'en était qu'un. Et donc ça a été inclus dans notre étude de cas. L'autre chose pertinente, c'est que la qualité de la donnée, ce n'est pas très utile au début parce qu'il y a tellement de contradictions, tellement d'opinions. Donc, il faut des fois s'asseoir avec la communauté pour leur demander de nous aider, à comprendre les contradictions qu'on entend, leur demandant par exemple, pourquoi est-ce qu'on entend ceci dans votre voisinage? Donc, la collaboration dans l'analyse des données avec les résidents. Il ne faut pas se croire le seul analyste à bord. On n'a juste pas suffisamment de temps le plus souvent pour faire cela. On me dit de conclure. Je vois l'avertissement du fond de la salle. Je ne vais pas dire beaucoup, je ne vais pas beaucoup parler, mais je dirais que ce que je vois, c'est que la technologie nous offre beaucoup de possibilités et peut nous aider
à prédire nos réponses selon les désastres et pour recueillir également la rétroaction. Mais on nous dit que c'est un outil parmi d'autres parce qu'il faut nouer des relations, communiquer et mettre les gens à l'aise et leur faire comprendre qu'ils peuvent toujours nous rejoindre. Donc la technologie aide, mais il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, les gens qui n'ont pas de cellulaire, et ainsi de suite. On a posé des questions très intéressantes à cet égard. Toute la question de la collaboration, du partage de l'information, qui constitue un défi pour notre secteur et que nous devons examiner de près. Comme on l'a déjà dit, les organismes qui deviennent des leaders dans leur domaine sont ceux qui sont prêts à partager ce qu'ils ont et à créer des systèmes de soutien plus dynamiques. Donc, merci à nos panélistes pour leur présentation d'être plus enlevante et merci pour vos questions également. Merci beaucoup.